Alors, un premier élément, nous avons actuellement en 2021 des connaissances scientifiques de qualité sur le diagnostic et la prise en charge des enfants TDAH. Mais il y a de nombreuses questions qui restent ouvertes, notamment une grande diversité des profils cliniques, un développement encore limité des interventions non pharmacologiques et puis des difficultés d'accès aux soins dans le territoire et des organisations qui ne sont pas suffisantes et satisfaisantes. Alors, qu'est-ce que a changé le DSM au diagnostic de TDAH? Je dirais que le point le plus important, c'est le fait de pouvoir avoir un diagnostic, même si la symptomatologie n'est pas évidente, avant 12 ans. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre une rupture d'équilibre entre les capacités de l'enfant, qui sont en développement, et les exigences posées par la société. Et donc on peut en effet manifester les troubles à un moment plus tardif, même si les difficultés sont déjà présentes, c'est l'équilibre qui est interrompu. Et puis le fait de mettre l'accent non sur le fait que c'est des troubles du comportement souvent associés, mais davantage sur les mécanismes cognitifs qui sont sous-jacents aux troubles et qui sont plus pertinents, plus spécifiques de ces difficultés. Alors, on parle de combien d'enfants? Alors, si on utilise les statistiques de la prévalence les plus généralistes et les mieux établies, on est autour de 2% de la population. Donc, on est à faire avec 150 300 000 enfants en France, si on considère la sévérité des troubles, c'est-à-dire un impact fonctionnel. Mais on est dans des troubles dimensionnels, dans lesquels il y a parfois une difficulté qui est évidente en termes d'adaptation majeure, mais il y a toute une dimensionnalité des difficultés dont parfois il faut tenir compte, non uniquement dans les formes totalement évidentes de troubles. Donc tenir compte de la dimensionnalité de l'impact est un élément très important. Et on sait aussi que certaines formes sont différentes et peuvent impacter davantage, par exemple, la scolarité, notamment les formes inattentionnelles, inattentives, qui sont davantage présentes chez les filles. Alors, je ne vais pas rentrer dans la clinique des troubles TDAH dans le temps qui m'est imparti, mais juste pour signaler quand même que nous sommes actuellement dans l'idée de considérer la fameuse triade du TDAH, c'est-à-dire, ou la diade plutôt, d'un côté les troubles attentionnels, c'est-à-dire des troubles dans lesquels la difficulté c'est de saisir l'information pertinente quand il existe des distracteurs, ce qui est pratiquement tout le temps, et l'incapacité à maintenir un objectif dans la durée sans que d'autres facteurs interfèrent avec l'objectif. De l'autre côté, l'hyperactivité et l'impulsivité, qui sont plus proches, sont davantage liées à une motricité excessive, précipitée, non finalisée, et comme l'impulsivité, à un manque de contrôle dans les réponses, que ce soit motrices, cognitives ou émotionnelles. C'est-à-dire que la difficulté est plutôt dans la difficulté à adapter le comportement au contexte dans lequel est demandé ce comportement de se mettre en place. Globalement, l'orientation plutôt cognitive que le DSM-5 a mis en avant pointe qu'en effet la difficulté, que ce soit du niveau attentionnel que de l'hyperactivité et de l'impulsivité, est davantage centrée sur un déficit dans le contrôle, une difficulté à inhiber des comportements non adaptés dans un contexte donné. Ce n'est pas le comportement lui-même qui est problématique, c'est le fait de ne pas pouvoir le moduler en fonction des exigences de l'environnement. C'est ce qu'on appelle globalement les fonctions exécutives, c'est-à-dire un certain nombre de fonctions qui permettent d'adapter de façon spécifique alors là, c'est complètement désorganisé la présentation, ce qui m'oblige à aller encore plus vite que prévu. Donc, les fonctions exécutives sont notamment 4 grandes fonctions: la planification, la flexibilité, l'inhibition et la mémoire de travail. C'est des compétences qui nous permettent de nous adapter en fonction de changements de contexte et donc à adapter notre fonctionnement en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, ces fonctions exécutives, et l'attention est une des fonctions exécutives étroitement liée avec l'inhibition, cette capacité à inhiber une action une fois qu'elle est enclenchée, ou en fonction inhiber des distracteurs, eh bien, ces difficultés sont fortement sont impliquées dans le déficit de troubles, le déficit d'attention avec l'hyperactivité. Dans un modèle qui est actuellement appelé le modèle dysexécutif, qui est de plus en plus validé dans la littérature scientifique, et probablement Michel Habib nous en parlera tout à l'heure.
Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de données qui montrent que les principaux réseaux qui sont impliqués dans ces difficultés sont les réseaux, les autofrontaux corticaux, qui sont notamment impliqués dans le contrôle du haut vers le bas, de top-down, et qui permettent de moduler le comportement. Alors, il y a pas mal d'études qui montrent que ces réseaux, c'est les réseaux en effet qui sont impliqués dans l'attention et des fonctionnements exécutifs. Alors, mais ces difficultés, alors je cherche un peu, désolé cette image qui est partielle, si ces difficultés exécutives attentionnelles sont au premier plan dans la symptomatologie, en effet les TDAH ont d'autres troubles associés. Et notamment, ce que vous ne voyez pas dans la diapositive, mais je vais le citer, c'est une grande instabilité émotionnelle, des difficultés sur le plan du comportement, des difficultés à moduler la motricité de façon fine, des difficultés du sommeil qui sont importantes et des difficultés globalement même dans les interactions sociales et dans la gestion des interfaces sociales. Toutes ces difficultés ne font pas partie du trouble et en même temps sont au cœur des difficultés d'adaptation que ces enfants présentent. Donc globalement, on a la symptomatologie classique, la triade, et puis un certain nombre d'autres facteurs associés dont on a un peu de mal à savoir s'ils sont une comorbidité, c'est-à-dire sont indépendantes ou sont liées à des mécanismes similaires. Alors déjà, en termes de comorbidité, cette association statistique est extrêmement présente. Et je signale par exemple le fait que les troubles des apprentissages sont présents dans un tiers des enfants TDAH. Mais il y a un ensemble de difficultés qui sont associées. Alors, l'un des points intéressants, c'est que si le modèle dysexécutif qui implique les circuits frontostriataux, notamment du côté dorsal, sont ceux qui sont le plus impliqués dans le dysfonctionnement exécutif, il y a d'autres mécanismes probablement qui sont également importants, qui impliquent d'autres circuits frontostriataux, notamment ventraux, les systèmes limbiques, c'est-à-dire tout ce qui est impliqué dans la régulation émotionnelle. Et c'est là que nous avons le plus de difficultés avec les enfants TDAH, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés exécutives qu'on pourrait appeler HO, c'est-à-dire quand il y a une implication émotionnelle, c'est la labilité émotionnelle qu'ils présentent, l'hyperréactivité au stress, la difficulté à traiter le signal émotionnel, mais également tout un tas de difficultés qui impliquent les systèmes de récompense qui peuvent induire des difficultés dans l'attente et la nécessité de récompenses plus importantes et plus rapides que les enfants tout venant, et donc des comportements parfois impulsifs, addictifs qui peuvent se surajouter. Pour montrer, pointer le fait que si les difficultés exécutives sont au premier plan, il y a un certain nombre d'autres difficultés qui sont centrales à prendre en compte dans la prise en charge de ces enfants. Et en effet, si on devait un peu résumer de façon évidemment un peu simplifiée le TDAH, on pourrait dire que c'est un trouble développemental de la régulation de soi, de la régulation à différents niveaux, au niveau attentionnel, au niveau du comportement, au niveau émotionnel, au niveau des régulations du sommeil, au niveau même des comportements alimentaires, au niveau de la motivation. Donc tout cet ensemble d'éléments sont non fonctionnels en termes de capacité à être régulés. Et la régulation, c'est-à-dire la capacité à adapter ces comportements ainsi en fonction du contexte. Donc c'est vraiment un trouble de la régulation de soi et c'est là que les thérapies doivent être le plus spécifiquement centrées. D'où la nécessité d'évaluation multidimensionnelle. Si on considère que le trouble n'est pas seulement de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité comme un nombre de symptômes, mais s'associe à un certain nombre d'autres facteurs, d'autres problématiques qui sont parfois parallèles, parfois des conséquences, parfois liées à des mécanismes probablement communs, et bien, il faut une évaluation multidisciplinaire qui implique le langage, c'était bien évoqué tout à l'heure, ça concerne la motricité, ça concerne la capacité à comprendre la dynamique d'expression et de gestion des émotions, et cela nécessite des évaluations multidisciplinaires dans lesquelles la neuropsychologie apporte un plus important dans la définition de profils spécifiques sur lesquels on pourra agir. Alors ça c'est important parce que la problématique des TDAH n'est pas seulement quand ils sont TDAH dans l'enfance, mais leur devenir à l'âge adulte. Et leur devenir à l'âge adulte est un lien davantage avec les difficultés qui sont associées à tous les facteurs secondaires
comorbides que uniquement aux facteurs spécifiquement associés aux troubles, bien que la dimension dysexécutive soit parmi les mécanismes les plus importants dans la difficulté d'adaptation. Alors, je ne peux pas, pendant cette période, ne pas citer comment la période de confinement de Covid a mis les enfants TDAH et leurs familles dans des difficultés exceptionnelles. L'ensemble des difficultés, des problèmes et des mauvaises conditions qui compliquent la vie des enfants TDAH étaient réunis totalement. Absence de cadre, rythme scolaire chaotique, changement, imprévisibilité, faible supervision parentale en raison de la situation, nécessité d'avoir une capacité de planification d'eux-mêmes sans recours à des tiers, l'absence de renforçateurs sociaux, l'absence de régulateurs habituels comme le sport, l'activité, les contacts sociaux, un environnement stressé et anxieux et le recours à des régulateurs négatifs comme l'alimentation et les écrans. Donc imaginez-vous jusqu'à quel point nous avons mis nos enfants TDAH en difficulté, d'où l'importance de les maintenir à l'école au maximum. Donc ça c'est juste un rappel sur l'importance quand même d'un certain nombre de régulateurs que la société et l'école proposent à ces enfants. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants TDAH en 2021 ? Alors globalement, dans la plupart des guidelines, on rappelle quand même que le plan thérapeutique pour les enfants TDAH doit être global et impliquer tous les environnements dans lesquels les enfants se trouvent. C'est un trouble chronique, il ne s'arrête pas à l'adolescence, il continue toute la vie. Et il faut souvent une double intervention pharmacologique dans un certain nombre de cas et toutes les thérapies psychosociales qui impliquent l'enfant autant que les environnements, qui soient basées sur les connaissances les plus récentes, qui tiennent compte des préoccupations et préférences des familles. On part toujours par la psychoéducation, c'est un élément essentiel, psychoéducation de tous les environnements, et l'enfant compris, et les ressources de la communauté, les associations par exemple, les ressources scolaires, donc tous les environnements dans lesquels l'enfant se trouve au quotidien. Alors, on sait, si on part des traitements pharmacologiques, qu'il y a une efficacité démontrée des traitements, notamment du méthylphénidate, qui est le traitement le plus utilisé et le plus accessible en France, à court terme. Sur le plan symptomatique, comme sur le plan du fonctionnement psychosocial, ces traitements sont efficaces et relativement faciles à gérer. Le problème, c'est que l'efficacité à long terme est beaucoup moins évidente. Moins évidente sur le plan symptomatique comme psychosocial, avec une certaine perte d'efficacité à moyen et long terme, même si évidemment les études sont extrêmement difficiles à conduire. Mais ce qui est important de noter, cette diapositive un peu compliquée montre que l'efficacité diminue avec le temps du traitement pharmacologique, par contre, augmente l'efficacité des stratégies non pharmacologiques. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus l'intrication entre pharmacologie et non pharmacologie doit aller en faveur des interventions non pharmacologiques. Et ça, c'est vraiment très important à avoir dans la tête. Si le traitement est efficace à court terme, c'est les autres stratégies, et notamment la notion de niche adaptative qui doit être vraiment réfléchie. Quels sont les contextes et les conditions qui vont permettre à un enfant donné de développer des stratégies qui vont lui permettre de valoriser ses compétences dans l'environnement dans lequel il va se retrouver. Alors, si je passe aux stratégies non pharmacologiques, on a beaucoup de données qui commencent à apparaître. Et je vais m'attarder seulement sur ces trois niveaux, parmi tous ceux qui sont les plus validés. Les rémédiations cognitives, les interventions comportementales et les neurofeedbacks. Alors, je vais partir par les rémédiations cognitives. Qu'est-ce que c'est les rémédiations cognitives ? C'est des stratégies de renforcement de l'attention, des fonctions exécutives, par des programmes informatisés qui permettent d'entraîner une compétence en situation individuelle ou en groupe, dans des contextes de validation et d'amélioration et de montée de la difficulté qui permettent de renforcer la compétence. Et on peut imaginer l'attention, mais d'autres fonctions exécutives. Il y a énormément de programmes qui sont en train de sortir ces dernières années. Qu'est-ce que disent les résultats concernant l'efficacité ? Eh bien, les résultats ne sont pas si bons que ça pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si concluant les résultats sur l'efficacité, sur l'attention par exemple, comme quand elle est entraînée de façon spécifique. Il y a quelques résultats un tout petit peu plus efficaces sur la mémoire de travail, notamment visuelle et verbale.
mais quand c'est associé à un traitement pharmacologique. Mais on peut dire que les effets spécifiques sur les apprentissages scolaires et la généralisation ne sont pas suffisamment solides pour l'instant. Alors, il est possible, au-delà des aspects méthodologiques complexes, que le problème soit que les remédiations doivent être davantage non ciblées, c'est-à-dire non l'entraînement spécifique d'une fonction unique, mais davantage le renforcement de plusieurs composantes larges et davantage tout le travail de transfert des compétences et pas uniquement le renforcement et l'entraînement d'une compétence unique. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur tout ce qu'on appelle les stratégies métacognitives. Les stratégies comme, par exemple, ça c'est un modèle PIFAM qui est très intéressant, bien qu'il ne soit pas suffisamment validé d'un point de vue scientifique, mais qui est pertinent parce que vise la métacognition, c'est-à-dire essaie de travailler les stratégies d'apprentissage et la capacité à réguler le comportement, comme les compétences cognitives, par des mises en situation qui visent la réflexion et la généralisation en dehors de contextes d'entraînement spécifiques. Et donc, ça fait référence à la métacognition qui peut être un peu vulgarisée par des stratégies qui commencent à se diffuser comme le coaching. Il y a du bon et du moins bon, mais il y a de plus en plus de documents qui permettent de travailler en situation écologique, en contexte, ces stratégies qui sont autour des stratégies métacognitives exécutives qui sont de plus en plus pertinentes. Alors, le deuxième niveau, c'est celui des interventions psychocomportementales, psychosociales et comportementales. Alors là aussi, l'efficacité des stratégies comme par exemple le groupe Barclay pour la guidance parentale ou les thérapies cognitivo-comportementales pour les enfants eux-mêmes. Globalement, ces stratégies sont efficaces, mais moins pour les symptômes du trouble, la fameuse triade, que pour tous les symptômes associés secondaires comorbides. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que c'est cela qui pose le plus de problèmes au quotidien dans l'adaptation. Et d'ailleurs, on a montré que la guidance parentale, qui est de la psychoéducation associée à un travail sur la compréhension et des mécanismes comportementaux et cognitifs de modification de la manière de voir l'enfant et se comporter, d'interagir avec l'enfant, aboutissent à des améliorations de la sensibilité des parents aux difficultés de l'enfant, des meilleures stratégies d'intervention, un sentiment de compétence plus important du parent et réduisent la psychopathologie associée, notamment tous les troubles du comportement qui sont secondaires et qui émergent au fur et à mesure dans le parcours des enfants TDAH. Et améliorent aussi en partie le fonctionnement de l'enfant lui-même. Donc les méta-analyses montrent que ces stratégies sont vraiment à privilégier. La psychoéducation est essentielle et centrale, associée à des stratégies donc, de sensibilisation des environnements au fonctionnement de l'enfant. Un dernier point concerne le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est une stratégie qui permet globalement à l'enfant d'avoir un retour autour d'une activité cognitive. Donc, c'est une aide via un dispositif qui utilise un retour du fonctionnement cérébral, donne à l'enfant la capacité d'être plus en maîtrise de son propre fonctionnement cognitif grâce à un retour qu'il a de l'activité qu'il est en cours de mettre en place. Alors, sans rentrer dans les détails, le neurofeedback est prometteur, même si les effets ne sont pas majeurs pour l'instant, mais on est encore loin d'avoir stabilisé les protocoles et différencié ce qui est spécifique et qui est aspécifique de ces interventions. On espère que ces thérapies pourront, dans quelques années, vraiment être au premier plan des stratégies non pharmacologiques pour la prise en charge de ces enfants. Et puis, un dernier appel, c'est à toutes les stratégies qu'on commence à développer de méditation de pleine conscience. Alors, ce n'est pas une nouvelle mode de New Age, mais c'est le fait que la méditation de pleine conscience et toutes les stratégies de ce type associent un entraînement cognitif, mais qui est centré sur la régulation cognitive, à tout un tas de stratégies de régulation des aspects émotionnels. Parce que la plupart des enfants qui ont des TDAH ont une difficulté à protéger leur attention des interférences émotionnelles qui vont rendre impossible
l'implication dans les activités d'apprentissage en raison de la déstabilisation émotionnelle de l'attention. Donc ces stratégies de méditation de pleine conscience, qui font partie des stratégies de régulation plus générale du comportement des émotions et des fonctions cognitives, sont des stratégies qui vont progressivement se développer de plus en plus et ça semble vraiment des alternatives importantes pour ces enfants. Je termine avec 2 mots sur l'organisation de soins. Alors, nous avons, heureusement, en 2015, eu des premières recommandations de bonnes pratiques, ce qui a permis de rendre un peu plus visible un handicap cognitif, notamment les troubles attentionnels, qui n'étaient pas si évidents que ça, de structurer la démarche de diagnostic, de montrer que le trouble persistait à l'âge adulte et que si on intervient plus tôt, on aide à modifier les trajectoires. Mais malheureusement, ces recommandations sont un peu idéales et un peu complexes parce qu'elles sont difficiles à appliquer. Demander aux médecins généralistes de s'impliquer au-delà d'une certaine mesure, c'est vraiment difficile, d'autant plus que les réseaux ville-hôpital ne sont pas si efficaces que ça et c'est vraiment un objectif à avoir. Et qu'il y a peu de spécialistes et que la question de créer des centres de référence spécifiques pour les TDAH se pose et ce que je vais aborder dans la diapositive suivante. Il existe des données solides pour montrer que la structuration entre le niveau 1 et le niveau 2 ou 3 est efficace pour la prise en charge de TDAH. Et il y a pas mal d'études internationales qui montrent cette efficacité. Il y a eu la création d'un centre de référence au TDAH à Bordeaux qui montre déjà l'intérêt, notamment pour l'harmonisation des pratiques, et ça pourrait être une des pistes. La question est, il y a plusieurs ARS qui ont été sollicités pour la création de centres référents, mais est-ce qu'il faut renforcer les centres de référents des troubles du langage et des apprentissages? On sait que malheureusement les centres référents s'arrêtent à 10 ans, globalement 12 ans. Ils ont du mal à aller au-delà de 12 ans et notamment de s'occuper des adolescents et des jeunes adultes et qu'il n'y a quasiment pas de dispositif pour les adultes, alors qu'il y a une persistance en moins d'un tiers des enfants qui restent toute la vie TDAH. Les PCO ne me semblent pas pouvoir régler le problème de façon globale. Donc, pour terminer, alors, dernier point quand même d'organisation, la nouvelle récente du fait que des médecins libéraux spécialisés en psychiatrie, neurologie et pédiatrie peuvent actuellement prescrire des traitements pharmacologiques à partir de la semaine dernière. Ils peuvent prescrire et donc ça va augmenter l'accès au traitement pour des enfants qui actuellement devaient passer par des centres hospitaliers. C'est une bonne nouvelle. Attention à une certaine anarchie des parcours. D'où l'intérêt quand même de remettre en place des parcours 1, 2, 3 suffisamment pertinents. Et le lien entre les spécialistes en ville et les spécialistes à l'hôpital me semblerait une chose absolument nécessaire à mettre en place. Donc, pour conclure, nous avons une population qui est de mieux en mieux identifiée avec des besoins spécifiques qui sont vie entière, des stratégies qui sont de plus en plus diversifiées et vraiment les stratégies non pharmacologiques vont prendre de plus en plus de place, mais on a quand même pas mal d'améliorations à faire sous le plan de l'organisation de soins. Merci à tous.